bien, heureux de vous retrouver après la pause pour cette deuxième table ronde qui va nous permettre de parler de la transformation des organisations de santé et plus particulièrement des priorités dans cette transformation. Et nous sommes ravis d'inviter et puis de retrouver un beau panel d'invités. Et ma question s'adressera dans un premier lieu à Monsieur Stéphane Pardou. Bonjour, cher Stéphane Pardou, merci de votre présence. Alors, quelle est votre vision, votre analyse depuis le spectre de la nappe, peut-être, que vous dirigez depuis quelques mois? Bien, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Merci à managersanté.com. Peut-être juste un mot d'abord sur la nappe, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît la nappe, même si c'est une agence qui a pris sa place depuis maintenant 12 ans dans le spectre, dans le panorama français. L'Agence nationale d'appui à la performance, donc l'ANAP, c'est une agence de conseil public, ce qui, par les temps qui courent, va redevenir furieusement tendance. C'est une agence de conseil public voulue par les pouvoirs publics et par le terrain pour accompagner le système de santé, le secteur sanitaire, le secteur médico-social dans ces grands programmes de transformation. L'ANAP, c'est l'accompagnement du grand plan ambulatoire dans les années 2000, c'est des plans performance dans les établissements, mais c'est aussi l'accompagnement de très grands programmes nationaux, que ce soit la gestion des lits ou la coopération territoriale. Alors, à l'aune de l'ANAP, ou vue par l'ANAP, la transformation du système, la transformation des organisations de santé, elle va continuer à prendre, selon moi, deux axes. D'abord, il y a encore, de façon très importante, un sujet de transformation interne qui doit se poursuivre. Pour ce qui concerne les institutions de santé. En parlant de l'ANAP, je parle majoritairement des organismes de santé, puisque le champ de l'ANAP, c'est celui des organismes de santé. Même si le secteur a connu ces 20 dernières années de profonds bouleversements et de profondes évolutions, il faut être lucide et dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et que pour des raisons exogènes ou endogènes, le secteur n'a pas encore terminé sa modernisation. Vous savez, nous exerçons dans un secteur qui est celui de la très haute technologie médicale, qui est celui de l'innovation médicale, mais qui n'est pas forcément toujours celui de l'innovation organisationnelle, qui n'est pas celui de la modernité organisationnelle. Et on peut dire, sans se faire du mal, que sur certains domaines, nous sommes en retard. Et nous cultivons régulièrement des retards. Et sans doute qu'il faut que le monde sanitaire et médico-social continue dans sa logique de transformation à essayer de s'adapter aux nouvelles exigences. Alors, je vais en citer quelques-unes dans des domaines très divers. Tout à l'heure, on a parlé un peu de numérique, je ne vais pas y revenir, mais le processus de digitalisation à l'hôpital, il n'est pas du tout achevé. Ou même dans le médico-social, il n'est pas achevé. Si on se compare avec la banque, qui a un back-office, un front-office, comme l'hôpital, le secteur bancaire est beaucoup plus en avance. Si on parle d'automatisation et de robotisation, l'hôpital, les maisons de retraite, c'est une très grande logistique. Le processus d'automatisation et de robotisation, il n'est pas du tout achevé à l'hôpital. Si vous comparez un entrepôt Amazon et un entrepôt d'un groupement hospitalier de territoire, vous parlez des années 90 et des années 2020. Si on parle gestion managériale, aujourd'hui, même sans en faire des mots de mode, le management dans le secteur sanitaire, il reste très mandarinal et napoléonien, comme je dis souvent, napoléonien directorial et mandarinal médical. Or, il y a aujourd'hui de nouvelles formes d'exercice managérial qui permettent d'associer plus largement les acteurs. Et donc, c'est sans doute en employant tous ces sujets classiques de la vie hospitalière, de la vie sanitaire, mais en les empoignant de façon, en ayant regardé sans doute un peu plus ce qui se passe ailleurs, que le secteur sanitaire pourra poursuivre sa transformation. Et puis le deuxième point, parce que je crois que je n'ai que 5 minutes, donc le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que la transformation des organisations de santé, il faut l'aborder en attrapant des sujets qui n'étaient pas dans le spectre classique du fonctionnement sanitaire. Le premier d'entre eux, Olivier Thomas l'a dit, alors il l'a dit toujours avec ses mots à lui, en disant qu'on faisait rien, qu'on n'avait jamais rien fait, qu'il n'y avait pas d'interlocuteur ici, blablabla. Enfin, je parle avec Olivier, j'en parle d'autant plus librement qu'on travaille ensemble. Je pense que voilà un enjeu de transformation des organisations qu'aujourd'hui le monde sanitaire doit empoigner totalement. Et après avoir fait une petite plaisanterie pour Olivier, je salue le rôle des précurseurs dans ce domaine. Mais aujourd'hui, le temps est venu de la généralisation
et de la globalisation de ces démarches. Et donc, je pense que dans les priorités de transformation des organisations de santé, la question du développement durable et de la responsabilité sociétale et économique du monde sanitaire est indispensable. C'est la raison pour laquelle l'ANAP, en lien avec le C2DS d'Olivier Thomas, a lancé un grand appui terrain pour l'ensemble des établissements de santé. Nous avons 500 établissements qui ont répondu, qui vont bénéficier de cet appui terrain, structures sanitaires et médico-sociales. Et nous espérons qu'à la suite de cet appui terrain, ces 500 établissements sauront s'engager dans une démarche de développement durable. Le deuxième enjeu de transformation nouveau, c'est celui de… Je n'aime pas parler de la crise d'attractivité parce que je pense que c'est plus profond que ça. Moi, j'appelle ça, dans des mots un peu différents, le choc démographique ou tout simplement le choc du marché de l'emploi. Ce n'est pas uniquement une crise d'attractivité, c'est tout simplement, c'est plus large que ça, c'est une crise de concurrence des métiers. Notre pays va peut-être s'approcher du plein emploi, que ce soit en raison de la transition démographique et aussi en raison d'un certain nombre d'évolutions voulues par les pouvoirs publics. Dans le cadre de ce plein emploi, la question des emplois dans le secteur sanitaire et médico-social va se poser en concurrence avec les autres métiers. Et donc la question, plus que l'attractivité, c'est même celle de savoir c'est quoi les véritables métiers qu'on veut demain pour organiser le système de santé. Et je vous livre une certitude, cette question, on ne répondra pas à cette question si l'on n'aborde pas de façon très puissante la question de l'élargissement des compétences des différents professionnels. Aujourd'hui, si vous avez un adolescent, si vous allez à un carrefour des métiers, est-ce que vous aurez envie de lui dire d'aller regarder le métier de manip radio et d'infirmier? Je ne suis pas sûr. Parce que vous vous dites, métier répétitif, tout le temps la même chose, qu'est-ce qui va se passer dans la carrière? C'est exactement ça qu'il faut casser. C'est montrer que quand on est infirmier, manip radio ou tech labo, on peut avoir 2, 3, 4 carrières, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et ça ne passe que par l'élargissement des métiers. Et puis le troisième point que je voulais évoquer dans les enjeux de priorité de transformation des organisations en santé, enfin j'en ai deux autres, pardon, très rapidement évoqués. Le troisième, c'est la proximité. Le sujet de transformation des organisations de santé ou de réingénierie de notre organisation de santé, c'est celui de la proximité du premier recours. Aujourd'hui, la question n'est pas celui de l'organisation des filières lourdes françaises, de la chirurgie cardiaque, de la maternité, de l'obstétrique. Elles peuvent toutes être perfectibles, mais le pays fonctionne plutôt bien dans ce registre. Ce qui fonctionne plutôt très mal, c'est la proximité, le premier recours. D'où les orientations des pouvoirs publics sur les hôpitaux de proximité, les centres de santé. Et ça, c'est clairement dans l'esprit de tous les dirigeants de santé, je pense, une des priorités à avoir dans la transformation pour les dirigeants de GHT, pour les dirigeants de cliniques, pour les dirigeants de CPTS, de centres de santé. La question de l'organisation du premier recours, c'est l'enjeu principal. Et puis, quatrième point, et je m'arrêterai là, dans la transformation des organisations en santé, je pense que l'avenir, pas l'avenir, la nouvelle frontière de l'organisation des structures de santé, c'est le domicile. C'est le domicile. Et que ce soit pour le sanitaire ou pour le médico-social. La crise Covid a montré paradoxalement qu'on faisait tout de chez soi. Pas paradoxalement, elle a montré qu'on pouvait tout faire de chez soi. Tout, désormais. Jusqu'à travailler. La seule chose qu'on ne fait encore pas complètement de chez soi, c'est la santé. C'est se soigner. Alors, tout n'est pas possible. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas encore exploré massivement les possibilités qu'offre la prise en charge à domicile dans le secteur sanitaire ou dans le secteur médico-social. Je pense que c'est la quatrième priorité dans la transformation, puisqu'elle aura des conséquences pour les EHPAD, pour les établissements de santé, pour les hôpitaux, pour les centres de santé, avec bien évidemment la question du numérique qui est au cœur de ce sujet. Donc voilà les points que je voulais évoquer sur les priorités vues de l'ANAP. Et donc après, je pourrais redétailler la façon dont l'ANAP accompagne tous ces sujets-là par des appuis terrain, par des productions d'outils opérationnels, par la mise à disposition de la data. Mais comme je n'avais que 5 minutes, j'ai ciblé sur ces sujets-là. Tout à fait. Le décor est planté, en tous les cas, puisqu'on a vraiment cette vision globale. Et Cédric Arcos en avait parlé à l'occasion d'un autre salon Midintech, justement, la question sur la question du domicile. Voilà, donc parfait. Merci infiniment, en tout cas, pour cette excellente présentation. Merci, cher Stéphane Pardou. Passons à monsieur Mathieu Sivet. Bonjour Mathieu, merci d'être là. Je vous fais peur. Ravi de vous accueillir. Quelle est votre vision et votre analyse? Il y a toujours la même question. Merci donc de m'accueillir et puis merci pour nous avoir donné l'occasion effectivement de participer à cet ouvrage intéressant. Rapidement, précaution d'usage, je suis plus observateur qu'acteur puisque je suis plus enseignant-chercheur moi. Voilà, un temps imparti limité, donc ça oblige des raccourcis. Et puis, par contre, la controverse acceptée, puisque c'est l'essence justement de la recherche.
et donc du débat et puis de la discussion. Donc vous nous aviez posé une même question. Quelle priorité pour la transformation donc des organisations en santé? Heureusement, vous avez pris la précaution de le mettre au pluriel. Voilà. Parce que la crise sociale et sanitaire que traversent en fait les organisations de santé donnerait peut-être un peu le tournis et le sentiment que tout est prioritaire, pardon, et que il est urgent sans doute d'agir. Peut-être réponse un peu de chercheur, il est aussi urgent de se poser, de discuter de notre vision, de ce qui est à transformer, et urgent aussi de prendre ce temps-là. Voilà, parce que du coup, moi, sur les dernières semaines, là, je me suis, en voyant le sujet de la table ronde, justement, j'ai pris le temps un peu d'échanger avec des professionnels de terrain, et je leur ai retourné en fait la question que vous m'aviez posée. Voilà, alors c'est pas une coquetterie de rhétorique de discours, mais c'est plutôt aussi parce que c'est un peu comme une posture un peu socratique. Hein. Moi, ce que je sais, c'est que je sais rien, et que du coup, je préfère la posture un peu participative parce que ma conviction est ce que ce que moi j'ignore, les autres le savent peut-être déjà. Et du coup, c'est un peu aussi une posture éthique autour de la discussion, comme on retrouve un peu chez Ricoeur ou Habermas, et que la connaissance et la décision sont une co-construction qui se nourrit de l'échange et du débat. Alors, vous voyez, c'est un peu je pose ça parce que c'est un peu le fil rouge de mon introduction, évidemment, autour de ce qui me semble intéressant. Alors, en interrogeant tous ces professionnels, ça a été des collègues chercheurs. Là, vendredi, on a lancé un réseau de recherche sur la QVT et les RPS depuis Lyon. On avait 20 équipes de recherche, donc du coup, j'aurais posé la question. Je posais la question à mes étudiants qui sont cadres de santé. Je posais la question à des médecins qui sont managers, chefs de service à l'hôpital, au CHU de Bordeaux, pour qui on vient de faire une étude sur l'appropriation de la fonction managériale, à mon entourage, à des infirmiers, etc., etc. Donc j'ai multiplié les points de vue pour essayer d'avoir la priorité que vous attendiez tous, quoi. Et le résultat. Certes, j'ai eu des propos très intéressants, mais le résultat est relativement décevant. Non pas sur le fond des propositions, mais en fait, il m'a déçu parce que autant de points de vue différents, autant de priorités. Et ça va de redonner du temps médical. Alors, je vous en livre quelques-unes. Hein, redonner du temps médical, plutôt que du temps administratif. Arrêter de nous noyer sous le temps administratif. Mettre en place des quotas de personnel pour réduire notre charge de travail, des quotas opposables. Former les managers, avoir un interlocuteur tout au long de mon parcours de soins, avoir les dernières technologies opératoires, mettre en place l'espace santé, le nouveau DMP, donner du pouvoir aux gens de terrain, développer la prévention, la promotion, etc. On pourrait continuer, multiplier. Et je pense que dans l'ouvrage, il y a presque 35 chapitres qui traitent de toutes les priorités de la transformation. Le résultat, pourtant, j'ai dit qu'il était décevant, mais il était quand même intéressant de ce petit sondage. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il me fallait changer de perspective d'analyse en écoutant toutes ces priorités. Et c'est là que ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'ils disent tous? En fait, d'abord, ils m'ont dit merci. Parce que chacun d'entre eux était reconnaissant qu'on leur pose la question, enthousiaste à l'idée de pouvoir s'exprimer, de discuter, d'échanger sur le quotidien de travail et également sur la vision de l'hôpital qu'ils veulent défendre et en quoi ils croient. Voilà. Et donc, chacun avait donc une priorité à exprimer, ça aussi c'est bien, mais vraiment reconnaissant. Et nous-mêmes ici, on est satisfaits de faire ce débat, etc. Donc voilà la priorité en fait. La priorité de la transformation des organisations de santé, à mon avis, c'est de discuter collectivement du travail hospitalier, de l'activité, du réel, de ce que l'on fait, et pas uniquement parce que cela nous fait plaisir de converser. Mais pourquoi discuter? Parce que discuter, pour moi, c'est déjà agir. Cela permet de rendre visible le travail, de le valoriser, et c'est donc donner de la reconnaissance au travail et à celui qui le fait. Donc déjà, retenez le R de reconnaissance. Discuter pour donner du sens, fabriquer collectivement du sens, de la signification, de l'interprétation partagée de ce que l'on fait, de pourquoi on le fait et de vers où on veut aller. C'est utiliser le procédé narratif comme vecteur de l'action. C'est pas se raconter des histoires, hein, mais c'est fabriquer l'histoire. C'est produire du sens.
Retenez le S de sens. Discuter pour permettre à chacun de s'exprimer et partager du coup les responsabilités dans la limite de la sphère d'expertise de chacun. C'est donc un acte managérial, la discussion, qui montre la confiance que l'on a dans les autres, le respect que l'on a dans les autres et leur travail, et aussi la responsabilité que chacun a envie de prendre et sur laquelle il a envie de s'engager. Donc moi, je dirais que là, c'est donner de la capacité de s'exprimer, c'est ça l'intérêt aussi de la discussion, c'est un acte managérial qui demande du courage, et c'est aussi favoriser à travers cette expression la capacité d'agir, ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment. Retenez le E de empowerment, et ça nous fait RSE, mais d'une autre manière, vous voyez, ça fait reconnaissance, sens, empowerment. Voilà. Donc du coup, bien évidemment, il faudra approfondir. Je n'ai peut-être pas trop le temps, je ne sais pas où c'est que j'en suis là, mais il y a les conditions de ce dialogue. Ça a été amorcé. La formation, j'ai entendu un collègue ce matin dire ça. Il faut éduquer à la discussion et dès le plus jeune âge. Et d'ailleurs, nos nouvelles générations, je pense, sont déjà pas mal éduquées à la discussion, à remettre en cause l'autorité, ce qui fait que peut-être aussi que quand ils arrivent dans nos établissements, ils sont quelquefois un peu il bouleverse un peu nos habitudes. Mais en tout cas, c'est éduquer à ça et il faut former, c'est vrai, les managers à la délibération, au processus délibératif, comme dit Christophe Dejour. Voilà. Donc après, est-ce que ça marche? Eh bien, il y en a plein d'expériences qui montrent que ça marche, la discussion, la démarche participative, les espaces de discussion de Mathieu Detchessart, les Magnet Hospital, c'est un peu mon dada, les hôpitaux magnétiques, etc. Le succès de Burzorg, voilà, sur l'autonomie des petites équipes, voilà. Donc je vous dirais que pour conclure, ben voilà, la priorité, elle est méthodologique. Pour le management, c'est bien la discussion comme méthode organisationnelle et managériale de transformation. Je vous remercie, puis j'espère que je pourrai reparler sur quelques petites choses. C'est très très bien. Merci pour l'acronyme en tout cas, bravo. En tout cas, je pense qu'on peut applaudir. Voilà. Donc absolument. Et donc on va justement prendre la mesure de ce qui est exposé. Absolument. Et nous redonnons la parole à Sandra Verteisen, ma chère Sandra. Quelle est eh bien, la vision, l'analyse aussi, donc dans la continuité d'un autre professeur, dirons-nous. Alors, vous l'avez bien vu, il est absolument impossible de répondre à cette question en une phrase, tant la réponse est elle-même complexe. Et alors, pour le coup, je ne savais pas tellement comment répondre à votre question et une perche a été tendue ce matin avec vos diverses interventions lors de la première table ronde et puis la question de monsieur au sujet, en tout cas, la réflexion de monsieur au sujet de la formation. Oui. Donc, en tant que professeur du Conservatoire national des arts et métiers, puisque nous formons des adultes en poste, et que nous faisons aussi de la recherche, eh bien, le premier constat, et peut-être même, donc du coup, la réponse que je vous ferai, c'est que la première transformation, au vu de tout ce qui a été dit, me semble être plutôt épistémologique que organisationnelle, puisqu'il s'agit de bouleverser finalement les frontières de l'organisation. On a beaucoup parlé des silos ce matin, mais également à l'intérieur de l'hôpital, mais aussi les silos à l'intérieur des territoires. Donc, faire tomber les silos, ça veut dire commencer à penser différemment son territoire, à se projeter différemment à l'intérieur de l'organisation et vis-à-vis de ses collaborateurs. Donc, la première transformation, c'est celle de penser différemment. Le manager, le cadre de santé, le médecin n'est pas que le sachant. Il doit aussi collaborer avec d'autres experts qui sont précisément experts parce qu'ils occupent des postes qui sont en prise avec le quotidien, avec les patients, avec leurs besoins, etc. On a beaucoup parlé des besoins du territoire, repartir de la population, etc. Et ça, pour le coup, le compte n'y est pas. Alors, au CNAM, on diffuse ce type de connaissances. On apprend aux professionnels à penser différemment. On leur apprend la complexité, on leur apprend à travailler différemment avec d'autres types de leadership, etc. Mais une fois qu'ils sont formés, peuvent-ils exercer de cette manière sur le terrain? En fait, non. Les règles sur le terrain ne le permettent pas, quand bien même on en aurait envie. Donc, une fois qu'on a appris, encore faut-il que les règles au niveau des tutelles évoluent pour permettre cette forme de liberté. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, pour la NAP, finalement, le discours est assez clair. Donc, il me semble que la première révolution, elle est d'abord épistémologique. Il faut apprendre à travailler différemment pour
construire des connaissances différemment avec les patients, avec nos collaborateurs, avec nos supérieurs, que l'on soit à l'ARS, que l'on soit médecin, que l'on soit infirmier ou patient, bien sûr, ou résident, etc. Et à partir de là, on pourra commencer sans doute la révolution organisationnelle. Et peut-être pour aller sur un terrain peut-être qui paraît plus pragmatique vu du terrain, quand on fait des diagnostics, on se rend compte que ça a un coût extrêmement important de travailler en silo, de manquer de coopération, de ne pas suffisamment écouter les patients ou les résidents et leurs familles, de ne pas aller aussi loin qu'on le voudrait dans des projets plus collaboratifs avec des aides-soignants, avec des brancardiers, etc. Ça coûte, ça crée des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements coûtent cher. Ils sont complètement absents de notre comptabilité. On a parlé de cette accumulation de bureaucratie qui fait perdre du temps aux équipes et qui, du coup, affecte le temps passé auprès du patient. Tout ça, ça passe complètement à la trappe, n'est-ce pas, en comptabilité. La perte de la qualité, de la confiance que l'on peut avoir vis-à-vis des familles ou des patients, exactement la même chose, passe complètement à la trappe. Pour autant, quand on commence à essayer de valoriser tout ce qui a été perdu, parce que les techniques existent, et ça, je suis certaine que ça intéresse ANAP, on arrive à calculer quelle est la performance qui est affectée par toute cette bureaucratie excessive. Et là, on peut retomber sur d'autres principes qui s'expliquent très bien. Hein. Les gens ne sont pas idiots, ils savent très bien qu'il faut changer. Sauf qu'on est quand même encore très contraint par un système qui est hérité du siècle dernier, système plutôt classique avec une organisation extrêmement weberienne. Vous voyez, vous avez l'organigramme en râteau, hein, vous avez la direction générale et puis ensuite différentes formes de direction pour aller très très vite. Peut-être dans les grands CHU, on arrive à travailler un petit peu différemment sous forme de pôle, un peu plus matriciel, mais sinon c'est extrêmement descendant et très en râteau. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment travailler comme ça dans la mesure où le monde est extrêmement instable. Comment voulez-vous travailler avec une telle rigidité alors que le monde autour de nous évolue énormément? Là, au bout d'un moment, ça crée quand même des tensions qu'on ne peut plus ignorer. Donc, on a beaucoup parlé de cette collaboration, de faire tomber les silos, de traverser les frontières, d'aller plus vers la collaboration. Mais encore faut-il que les règles le permettent, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas du tout évident. Et encore faut-il le valoriser financièrement aussi dans le financement des établissements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on invite les professionnels à travailler ensemble, à se questionner sur comment améliorer un service grâce à l'expérience patient que l'on met en place, etc. D'ailleurs, c'est quand même du temps que l'on prend, ce sont des efforts que l'on fait, mais qui ne sont pas forcément financés de manière récurrente, n'est-ce pas? Donc, à partir du moment où l'on aura cette valorisation du capital immatériel, en particulier l'humain, qui viendra impacter les méthodes de financement des établissements, une fois de plus, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, là, je crois qu'on aura beaucoup évolué pour faire avancer justement la connaissance à l'intérieur des équipes, n'est-ce pas? Pour leur permettre de mettre en œuvre ce qu'ils apprennent en formation et puis globalement, ce qu'ils ont quand même envie de faire et puis ce qu'ils ont testé pendant la première vague de la pandémie, n'est-ce pas? Donc, travailler avec davantage de confiance réciproque pour permettre cette collaboration, ça veut dire gagner en autonomie, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir confiance dans ses collaborateurs si on ne teste pas leur autonomie et inversement. Mais ça veut dire aussi, et c'est là aussi, il ne faut pas se tromper, il n'y a pas de miracle. Le modèle Burzog, tu l'as évoqué, il n'y a pas de miracle. Il faut aussi être extrêmement responsable d'un point de vue individuel. C'est-à-dire quand on est sans responsabilité hiérarchique et que l'on veut aussi gagner en autonomie, mieux collaborer, exprimer ses souhaits auprès de ses collaborateurs, etc., exprimer sa créativité d'une manière ou d'une autre, en faisant de la RSE d'ailleurs, notamment, ça fait partie des sujets. Hein. Beaucoup d'équipes veulent travailler sur ces sujets, pour autant, avec quel temps, etc., comment on fait. Bon. Eh bien, ça veut dire qu'on est aussi extrêmement responsable. C'est-à-dire qu'on change de métier. Voilà, on change de métier, on n'est pas que dans sa fiche de poste et le malade n'est pas qu'un dossier de soins. On devient autre chose. Et là aussi, ça demande une remise en question, et pas seulement des cadres et de la direction, ça demande aussi une remise en question des professionnels qui sont aussi sans responsabilité hiérarchique. Et c'est comme ça qu'il va falloir avancer. Et alors au CNAM, j'en profite, hein, non pas que je veuille absolument vendre nos formations, mais on a eu la chance de pouvoir ouvrir à la rentrée un bac+1 qui s'appelle accompagnement professionnel et bien traitant des personnes âgées, qui est bon, pour l'instant unique, qui est appelé à se développer partout en France, n'est-ce pas, mais qui permet justement d'aller vers ça. On apprend à des plus jeunes professionnels à un niveau très modeste d'encadrement, de
de prise de responsabilité plutôt, de penser différemment son rapport à la personne âgée, à l'environnement, aux tutelles, etc., aux familles, en faisant ce pas de côté. Voilà. Et il faut que ce pas de côté, tout le monde soit capable de le faire. Et peut-être juste une dernière chose, s'agissant des étudiants qui ont peut-être envie de faire bouger les choses, oui, mais apprendre à discuter et à controverser, justement, ça s'apprend. Ça n'est pas du tout quelque chose de naturel. Et collaborer, partager la responsabilité, ça ne veut pas dire faire abstraction de toute forme de hiérarchie. Ça veut dire simplement respecter les expertises de chacun. On ne gomme pas le pouvoir du cadre, on ne gomme pas l'autorité de l'ARS. Simplement, on accorde l'autorité à celui qui a une expertise qui est reconnue comme telle. Merci beaucoup, ma chère Sandra. Tu es passionnante, mais comme l'ensemble des intervenants qui se succèdent, tu as fait le lien sur les 3 prochaines interventions pour les 3 personnes, puisqu'il y a les finances, les innovations et puis l'accompagnement. Donc, c'est parfait. Excellente transition. Alors, Karim, ça a dû résonner peut-être en toi, notamment sur les éléments qui ont été rapportés par Sandra, notamment sur la transformation des logiques, alors peut-être financières, budgétaires. Voilà. Donc, quel est ton regard justement sur cette question de la transformation? Est-ce qu'on est arrivé, c'est très à la mode, est-ce qu'on est arrivé au point de bascule? C'est très à la mode en ce moment, le point de bascule. Le point de bascule. Voilà. Alors, permets-moi dans le premier temps de vous remercier, manager santé, bien sûr LEH et également le ministère de la Santé d'avoir permis cette organisation. Et merci bien sûr pour l'invitation. Par où commencer? Le sujet est tellement complexe et en même temps intéressant. Alors, brièvement, je ne peux pas ne pas parler du Ségur compte tenu du lieu où nous sommes. Donc, quelques chiffres. J'espère que je ne serai pas très dur avec vous au niveau des chiffres, mais il faut savoir que... Peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, peut-être... Oui, moi, je suis un directeur d'hôpital et j'ai beaucoup écrit sur les finances hospitalières. Voilà, et je suis particulièrement, on va dire, intéressé par les questions de performance et d'organisation, et surtout de développement de systèmes de santé. Voilà. Okay. Et aussi enseignant au CNAM, aussi à Dauphine, et voilà. Merci Sandra. Très bien, merci. Bon, alors, je vais arrêter parce que sinon, on va croire que je fais de la pub pour moi. Bon, non. C'est vrai que j'ai pas la chance d'avoir une agence derrière moi ou une université. Mais bon. Alors, brièvement, c'est voilà, pour vous dire, quelques minutes. Merci. Pour vous dire que c'est pas pour vous. Il le prend mal. Ne te laisse pas influencer, Karim. Bon. Voilà. Je vois que Stéphane est un peu subtil, mais bon, j'essaie de faire attention à mes mots. Alors du coup. À part ces questions de susceptibilité qui n'ont pas lieu d'être ici, vous dire que les hôpitaux, en 2019, ont accusé un déficit cumulé de près d'1 milliard d'euros. Je parle d'un déficit cumulé. Les constats qui ont été faits au Ségur sont très simples. C'est de dire qu'il y a effectivement eu une accumulation de réformes qui a manifestement entraîné beaucoup d'acteurs de santé dans une dynamique qui a manqué de sens. Voilà. Donc des réponses ont été apportées par le Ségur, notamment sur le plan organisationnel, avec la loi RIST sur le management, des financements conséquents. Il faut rappeler, il y a à peu près 19 milliards qui ont été dédiés pour l'investissement de santé, sans compter l'emprunt qui a été fait au niveau national de 136 milliards d'euros, dont 30 milliards à peu près par an pour combler les déficits liés à la crise Covid. Donc l'effort est énorme, conséquent. Mais malgré ça, on voit que ces crédits qui ont été mobilisés à grande échelle n'ont pas encore l'impact qu'on aurait espéré escompter avoir, parce qu'effectivement, il y a encore toujours ce décrochage. On est comme si, je prends la métaphore d'un grand avion qui vole, mais qui aujourd'hui connaît un décrochage. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce décrochage? Est-ce qu'il est rattrapable? Ou est-ce qu'on va au crash? J'espère pas. Ou est-ce qu'on met effectivement, on rattrape, comme on dit, avec certaines dextérités et un savoir-faire, la trajectoire. Bon, alors, les GHT, c'est pas moi qui le dis, même si j'ai contribué à le dire, ça marche pas. Ça ne marche pas, c'est un constat, l'IGAS l'a dit, l'a répété, ça ne marche pas. Quand je regarde les programmes des candidats à des élections présidentielles, la plupart, à part un ou deux, je ne suis pas un très grand spécialiste
des programmes politiques, mais a priori, tout le monde souhaite supprimer les ARS. C'est révélateur. Je ne fais que répéter ce que je peux lire. Et au demeurant, les milliards qu'on a injectés aujourd'hui, quand on sonde un peu les directeurs de structure et même les acteurs santé, on vous dit, bah, effectivement, on n'en voit pas la couleur, on ne voit pas l'impact. Donc moi, vous dire que, et quand je reprends aussi les trajectoires qui ont été dressées par l'assurance maladie, qui sont quand même assez sérieuses, on voit qu'il y aura une sorte d'effet de seuil qui va se profiler aux alentours des années 2024 jusqu'en 2035, à moins 14 milliards, 15 milliards de déficit de l'assurance maladie. Donc la situation n'est pas rose. Elle est complexe. Elle est d'autant plus complexe qu'aujourd'hui, bien sûr, les initiatives sont intéressantes, mais on ne voit pas le vrai plan qui viendra effectivement, on va dire, apporter les vraies solutions à ce système. Donc moi, en quelques mots, parce que ce sont les priorités, j'aurais tendance à dire que ça s'oriente autour d'un triptyque qui est assez simple. Donc un premier pan qui s'appelle l'organisation, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, et la territorialisation de l'offre de soins. Donc là, il va falloir effectivement qu'on imagine un nouveau pilotage qui soit peut-être plus proche du terrain, mais aussi qui laisse la possibilité aux acteurs de terrain de développer leurs initiatives. Je me permettais sur ce sujet de juste faire une référence à un ancien président du Conseil d'État du XIXe siècle, que tout le monde connaît, M. Barrot, qui disait qu'à propos de la déconcentration, c'est le même marteau qui frappe, sauf qu'il est plus court. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il est encore plus fort, il frappe plus fort. Donc, au niveau de la santé. Donc, c'est important de savoir que ce système de centralisation, effectivement, et ce pilotage centralisé de l'offre de soins, aujourd'hui, doit impérativement être revu pour effectivement laisser la place aux acteurs de pouvoir effectivement développer des initiatives intéressantes en matière de coopération, en matière justement d'intelligence du terrain. Voilà. Et le numérique peut y contribuer, assurément. Le second, c'est bien sûr le financement. Le financement, alors il y a eu beaucoup il faut reconnaître que le ministère a pris en compte la grande critique qui a été émise lors du Ségur, à savoir la T2A, c'est pas bien, ça fait du mal à tout le monde, etc. Donc le ministère a dit, bon d'accord, on va revoir à la baisse la part T2A dans les établissements de santé. Donc on est passé de 65% à peu près à 50%, au profit de dotations qui, elles, maintenant, s'appuient sur des dotations populationnelles et des critères qualité. Ces réformes qui touchent les urgences, la psychiatrie, le CSR, etc., pour l'instant, les acteurs ont du mal encore à s'y approprier. Pourquoi ? Parce que c'est complexe et surtout parce qu'il n'y a pas encore la possibilité de pouvoir s'appuyer sur des crédits pérennes. Donc ça, c'est un sujet. Et le troisième pan qui me paraît important de développer CEAN, même si on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, c'est la partie managériale, qui rejoint d'ailleurs les deux premières parties. La partie managériale, qu'est-ce qu'on assiste effectivement à des, on va dire des initiatives, qu'elles soient internes aux structures ou sur un plan macro, qui sont fortement, on va dire, encadrées et encadrantes. Et on voit bien la loi RIST qui redonne du pouvoir un peu aux services, aux médecins, ne résout pas la question du management général. La crise est encore là. Il y a une loi qui est intéressante qui s'appelle la loi 3DS, qui touche les collectivités, qui elle-même, moi, me paraît intéressante parce qu'elle va permettre maintenant aux communes, aux départements et aux régions de pouvoir financer les structures de santé, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, de leur propre initiative. Mais tout ce dispositif, si vous voulez, juridique, n'aura in fine qu'un impact positif que si et seulement si les acteurs se retrouvent responsabilisés dans une logique effectivement un peu d'autonomisation. Et donc, il y a besoin aujourd'hui effectivement de réfléchir à ce qui a été fait et je pense de prendre un peu de recul et d'élaborer une stratégie qui vise non pas à voir les choses comme on le fait souvent dans le pays par des allocations de moyens dithyrambiques pour éteindre des feux, qui, à mon avis, pour moi, ne sont pas obligatoirement la première solution à faire, même si ces questions sont importantes. C'est la question de la méthode. Quand je repense un peu aux grandes réformes qu'il y a eu ces dernières années, notamment la mise en place de la T2A, du SROS, de la nouvelle gouvernance, dans les années 2004, 2005, 2010, on a eu un dispositif d'accompagnement au niveau formation qui a très bien été, on va dire, qui a été apprécié par les acteurs parce que ça a permis effectivement d'accompagner tous les acteurs de terrain à cette dynamique justement de transformation. Et ces 10 dernières années, on a mis en place beaucoup de réformes impactantes, mais sans outils réels d'accompagnement.
Donc les acteurs n'ont pas compris cette deuxième couche, entre guillemets, de réforme qui est venue se rajouter aux premières, qui était déjà conséquente. Il faudrait donc innover un petit peu. Alors, il faut innover, il faut accompagner, et bien sûr, laisser le micro à ma collègue. Voilà, j'ai bien compris le message. Merci Jean-Luc. Ce n'était pas le but, mon cher Karim. L'innovation. C'était ce que tu disais, que la question financière n'est pas forcément le seul levier pour répondre à la logique des moyens. Et donc, du coup, c'était simplement pour illustrer avec Lydine Verrieux qui va bientôt prendre la parole, justement pour donner quelques exemples très concrets, sans doute à moindre coût. Merci infiniment, cher Karim, pour la précision de ton regard financier, voilà, et puis sur les logiques. Alors, bien justement, je te laisse le soin de te présenter, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et puis ensuite, quel est ton regard, en tout cas, sur la question posée, avec la perche qui était tendue par notamment Karim Aré. Sans transition. Absolument, bravo. Et merci. Donc, je suis Lydivine Vaillant. Pour ma part, j'ai un cursus plutôt dans l'industrie pharmaceutique, donc dans des fonctions d'abord marketing et puis ensuite de management d'équipe de vente. Et puis, donc, je me suis toujours posé beaucoup de questions sur le management et sur l'évolution de cette posture dans le temps où, je dirais, en 5-10 ans, finalement, je passais plus de temps derrière mon ordinateur qu'à accompagner des équipes. Donc, ça a fini par me poser des questions. Et c'est en lisant le livre de Reinventing Organization de Frédéric Laloux qui a mis en lumière cette organisation qui s'appelle Buurtzorg, donc fondée par Jos de Blok il y a à peu près une quinzaine d'années, qui a totalement révolutionné les soins infirmiers à domicile aux Pays-Bas, avec un fonctionnement en équipe autonome. Donc, ils sont partis à 5 infirmiers, et aujourd'hui, ils sont 10 000, avec 1000 équipes autonomes d'infirmiers, d'infirmières, qui fonctionnent en autonomie et en responsabilité, bien sûr, c'est le revers de l'autonomie, avec donc où les infirmiers prennent leurs responsabilités, prennent les décisions que leur boss pouvait prendre par avant, et je dirais d'une posture d'exécutant, ils sont passés à une posture de responsable et voilà, ils ont toute la maîtrise professionnelle pour prendre leurs décisions, ils connaissent leur métier. Et voilà, simplement en termes d'organisation, eh bien, chacun a un rôle qui tourne tous les 6 mois ou tous les ans, enfin bon, peu importe. Et voilà, il va avoir le rôle de celui qui va gérer plus les aspects financiers, le rôle de celui qui va gérer plus les aspects esprit d'équipe, le rôle de celui qui va gérer le mentor par rapport à ceux qui arrivent, le rôle de celui qui va gérer le lien avec les autres acteurs de santé sur le territoire. Et donc voilà, donc avec un mode d'organisation en équipe autonome et une philosophie axée sur apporter des soins holistiques aux patients, pas juste techniques. Et donc, si le patient il a besoin, enfin voilà, dans toutes les dimensions de l'être humain, pour, je dirais, l'aider. L'objectif de ces structures, de ces équipes, c'est vraiment la question qu'ils posent, c'est qu'est-ce que nous pourrions faire pour que vous puissiez vous passer de nous. Donc c'est pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer le maximum de fois et faire un maximum d'argent, c'est qu'est-ce que nous pourrions faire pour que vous puissiez vous passer de nous. Donc, en d'autres termes, l'objectif, c'est vraiment de redonner de l'autonomie aux patients. Donc, on voit vraiment qu'il y a une symétrie des attentions. Voilà, tous les principes qui sont organisationnels qui sont appliqués pour les infirmiers, eh bien, c'est appliqué aussi pour les patients. Voilà, recherche d'autonomie, recherche de responsabilisation des patients. Et cette organisation a totalement révolutionné les soins infirmiers à domicile aux Pays-Bas. Et donc, Jos de Blok, maintenant, fait des émules dans un certain nombre de pays, dont la France. Et donc, quand j'ai pris conscience de l'existence de cette organisation, je me suis dit, mais bon sang, bien sûr, il faut que j'aille à la rencontre de ces gens, savoir si en France, il y a des gens dans la santé qui s'inspirent de ces principes organisationnels, que ce soit dans des hôpitaux, dans des cliniques, dans les services à domicile, bien sûr. Voilà, j'ai interrogé 2 directeurs de CEPAM, de Caisse d'assurance maladie. Voilà, je voulais rencontrer des gens qui incarnaient ces principes d'autonomie, de responsabilité et de recherche de donner du pouvoir d'agir à leurs collaborateurs.
Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de pépites organisationnelles, dont, bien sûr, les hôpitaux magnétiques. Et puis, du coup, je suis allée rencontrer des gens à Valenciennes. On a beaucoup échangé aussi avec Mathieu, bien sûr. J'ai rencontré donc Philippe Colomba avec la démarche participative. Donc, je ne vais pas en dire plus. Mais voilà, donc j'ai rencontré un certain nombre de pépites partout en France, alors qu'ils sont très, très modestes, très humbles, mais qui sont extrêmement inspirantes et puis qui redonnent du souffle et de l'énergie et de l'enthousiasme aux équipes de terrain. Voilà. Alors après, je voulais, pour faire donc, tous ces exemples, vous les trouvez dans le livre du coup que j'ai écrit qui s'appelle. C'est le lien que je voulais que tu fasses. Merci, c'est gentil. Qui s'appelle donc Réinventons le secteur de la santé. Ils l'ont fait découvrir leurs clés. Avec une approche extrêmement pragmatique. Et bien sûr, ils sont aussi, tous ces exemples sont repris dans le livre coordonné par les éditions LEH et magnifiquement coordonné par Jean-Luc. Et donc, je voulais juste terminer par, à mon sens, 4 axes par rapport, 4 priorités dans ces transformations profondes pour que les transformations de nos organisations soient profondes et que ce ne soit pas juste un feu de paille et que ce ne soit pas juste une frustration répétée de beaux principes qu'on aimait et puis qui finalement ne s'incarnent jamais. Il y a quand même 4 axes importants à avoir en tête. Il y a l'aspect organisation où là, on va bien sûr s'intéresser à ce qui se voit, donc les process, le mode d'organisation, comment on fonctionne, comment on se réunit. Bon, donc ça, en général, c'est à peu près fait et établi. Il y a l'axe individuel de ce qui se voit, encore une fois, c'est mes façons de faire. Voilà. Quelle est ma relation au pouvoir? Quelle est ma relation à mon ego? Quelle est ma relation aux autres? Donc, on voit qu'il y a la partie de ce qui se voit tant au niveau individuel que collectif. Et en dessous, et c'est là où ça se corse, c'est que si on s'arrête là, en fait, on n'a pas fait grand-chose. Il faut aller au niveau, il faut rentrer beaucoup plus en profondeur et aller creuser sur ce qui ne se voit pas, tant du côté des organisations que du côté individuel. Donc, du côté des organisations, ça va être de creuser les aspects, quels sont les mythes, quels sont les on-dit, quels sont les non-dits, quelles sont les valeurs, les missions, l'ADN de l'organisation, et en débattre ensemble pour échanger les points de vue, de façon à travailler en profondeur sur la culture de l'organisation et par là même donc la transformer in fine. Et ensuite, le dernier cadran, ça va être la transformation intérieure, interne, personnelle, en profondeur, sans qui rien ne se passe. C'est-à-dire que si j'ai pas une relation, si j'ai pas une réflexion personnelle, quel pouvoir je suis prêt à lâcher, quelle est ma relation à mon ego et qu'est-ce que je suis prêt à laisser tomber, là encore, on peut parler d'autonomie, de rationalité, mais elle verra jamais le jour, quoi. Si moi-même, en tant que dirigeant, en tant que leader, je n'accepte pas de faire un travail de transformation personnelle profond, on risque d'être un peu déçu sur ce qui va se passer in fine, en tout cas dans le temps. Autant, et je dois dire que moi, quand j'ai compris ça, quand j'ai vu cette matrice qui est proposée par Toscane Accompagnement et puis qui est en fait repris des travaux de Ken Wilber et de Frédéric Laloux, je me suis dit, mais bon sang, bien sûr, dans les organisations que j'ai connues, on travaillait beaucoup sur le cadran organisation, partie visible. Donc les process, l'organigramme, qui fait quoi, comment, quand, mais absolument pas sur la culture de l'organisation, parce que ça prend du temps, et encore moins sur les aspects personnels, individuels, voilà. Donc voilà mes messages et je suis prête à répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup Lidvine. Et en parlant d'organisation, il y a aussi l'aspect organisation apprenante qui est le cœur de préoccupation, notamment de notre dernier invité, Monsieur Denis Bismuth. Merci. Bienvenue, merci beaucoup de votre présence. Merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Quelle est votre analyse, les perspectives aussi que vous voyez? Je repartirai de ce que vous disiez, qui est ce qu'il faut appeler instituer la confrontation, instituer la controverse, qui est effectivement une nécessité si on veut que la santé des professionnels ou la santé professionnelle des professionnels de la santé soit maintenue. La question pour moi, c'est comment on en est arrivé là? C'est ça la vraie question pour moi. Je pense que si on regarde le système de santé depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, c'est un peu ce qu'on va trouver aussi dans l'entreprise. C'est-à-dire, en fait, il s'est rationalisé, organisé, structuré au travers de process, de méthodes qui avaient un sens.
développer le professionnalisme, la sécurité. Hein, c'est pas pour rien qu'on met du process. Hein, je pense que c'est pas. Donc ça a du sens, mais ce à quoi il faut être attentif, c'est qu'en fait, plus je mets du process, plus je mets de l'organisation, plus j'ai un effet sur l'engagement des personnes. Ce que montre bien Yves Clos quand vous lisez les ouvrages d'Yves Clos sur tout ce qui est autour de la souffrance au travail. En fait, le vrai problème, c'est que plus je dépossède l'acteur de la légitimité à s'autoréguler, à être propriétaire de ses actes, plus je crée chez lui de la souffrance, du désengagement, et donc plus je mets en danger sa santé professionnelle. Donc certes, il faut mettre de l'organisation, on est bien d'accord qu'on ne peut pas faire autrement. La question, c'est où je m'arrête, à partir de quel moment le fait de mettre de l'organisation produit un effet négatif par rapport aux individus et met en danger le système. Donc pour moi, c'est la question. Et on va s'apercevoir, en fait, alors j'ai essayé de repérer un peu les éléments essentiels. Ce qui va devenir nécessaire maintenant qu'on a été très loin, trop loin peut-être dans l'organisation, avec le modèle taylorien, c'est peut-être chercher à rendre à l'individu la propriété de son activité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me fait travailler, c'est pas juste le process qu'on m'a dit d'appliquer. Donc je fais, et puis si ça va pas, c'est pas moi qui crée le process, donc débrouillez-vous. Hein. On voit déjà tout de suite le désengagement. La deuxième chose aussi qu'on va noter, c'est que la taylorisation a un effet sur les collectifs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une explosion des collectifs, il n'y a plus de solidarité. Par contre, il y a beaucoup de compétition. Et donc, ça aussi, c'est dangereux pour le collectif, pour la viabilité d'une organisation. La perte du collectif, c'est un danger. Donc, encore une fois, c'est très important de mettre de l'organisation. Simplement, la limite, c'est que ça met en danger le collectif. Donc, derrière ça, il y a une vraie question, c'est comment je rends les acteurs responsables de leurs actions. Donc, la liberté à s'organiser, à choisir, à décider le comment, pas forcément le quoi, mais en tout cas le comment je vais m'y prendre. Et notamment, donc derrière tout ça, c'est comment recréer des solidarités en responsabilisant les équipes. Et c'est-à-dire, au fond, derrière, comment organiser le travail en délégation d'autorité. Parce que la grande question qui se pose actuellement, alors dans le travail social, parce que je travaille aussi en travail social, dans les entreprises, dans quelles que soient les entreprises, la question est comment est-ce que l'autorité est déléguée? C'est-à-dire, de quoi je dois me sentir responsable pour que ça marche, de quoi je ne peux pas être responsable, quelles sont les problématiques qui sont des questions d'équipe, et ni d'individu, ni d'organisation. Donc voilà, il y a cette question de, ce qu'on pourrait appeler faire un travail sur la délégation de l'autorité, qui reste à faire parce qu'en fait, l'organisation a questionné, a remis en question cette chose-là. Derrière ça, il y a une question qui est très importante. Le nœud du travail dans nos organisations, c'est le management intermédiaire. C'est lui qui fait le lien entre deux champs de critères, hein, c'est encore Yves Clos, excusez-moi, mais c'est une référence, entre deux champs de critères incompatibles, qui est le regard financier et stratégique de la direction et le regard de l'acteur pour qui ces critères sont des critères de travail bien faits. Les critères d'organisation, de stratégie, de finance ne parlent jamais aux critères de travail bien faits. Et donc, du coup, il y a une incompatibilité totale entre ces deux champs de critères. La seule manière de faire fonctionner une organisation, c'est que maintiennent liés ces deux champs de critères le management intermédiaire. Donc, c'est le nœud de l'entreprise. C'est là où toutes les contradictions se font jour et se manifestent. Et donc, c'est peut-être le public qui souffre le plus dans une entreprise, pas du surtravail, non, simplement du fait d'être le gestionnaire des contradictions du système. Donc, la question qui se pose là, c'est comment j'accompagne le management intermédiaire pour arriver à l'aider à dépasser les contradictions, à supporter, à accepter et à dépasser les souffrances qu'il rencontre pour transformer ces souffrances en quelque chose de dynamique et qu'il fait travailler. Et ça veut dire qu'il faut à la fois accompagner le management intermédiaire et pas le former. Vous pouvez le former tant que vous voulez. C'est pas ça qui lui donnera les compétences à gérer les contradictions et les paradoxes. Donc il faut l'accompagner, mais il faut d'autre part l'accompagner à développer des compétences d'accompagnement. Parce que ce qu'on va attendre de lui dans un système peut-être plus, allez, on va dire agile, j'aime pas ce mot-là, mais disons plus adaptable, c'est d'avoir un management capable de produire de l'accompagnement. C'est une compétence professionnelle. Il suffit pas que j'arrive avec ma technicité pour que je sois capable d'être accompagnant parce que je suis en relation avec des humains qui sont pas du tout rationnels, pas du tout logiques, et qui ont qui ont de l'inconscient comme tout le monde, ce qui n'a pas ma machine. Donc déjà, ça c'est important. Donc développer les compétences d'accompagnement du management intermédiaire en l'accompagnant,
d'une part, mais d'autre part, et ça c'est peut-être beaucoup plus important par les temps qui courent où le changement est permanent, c'est comment je vais m'y prendre pour rendre le travail apprenant. Je pense que la loi de 14 sur la formation, elle a été très très intéressante, mais très mal utilisée. En réalité, dans un système en mutation permanente dans lequel on est, je ne peux pas me contenter de demander à mes acteurs de produire des biens et des services. Il faut aussi qu'ils soient capables de produire des compétences. C'est-à-dire que c'est pas la formation qu'on va chercher à l'extérieur qui va me rendre compétent, c'est la capacité que j'ai moi-même à produire mes propres compétences. Donc, d'abord, pour évoluer dans mes compétences, ce qui va me permettre d'aller ailleurs, hein. Si au bout de 10 ans, j'ai développé des compétences, je vais pouvoir changer de métier, même complètement de secteur d'activité aussi. Mais c'est aussi faire que le système lui-même produise ses propres compétences et soit capable de les partager avec tout le monde, voire de les vendre à l'extérieur. Moi, je sais que j'accompagne, j'ai travaillé sur l'entreprise libérée il y a déjà depuis 2011, hein, donc bon, maintenant c'est plutôt l'entreprise apprenante qui a le vent en poupe. Mais bon, c'est toutes ces choses-là. Et en fait, on s'aperçoit de ça, c'est que dans tous ces systèmes-là, au fond, c'est parce qu'on va rendre à l'acteur la propriété de son acte et la responsabilité à s'auto-former, à s'auto-développer, hein, en même temps dans un système, qu'on va faire évoluer l'entreprise, lui donner les moyens de s'organiser et surtout de faire des économies formidables. Je pourrais vous donner plein d'exemples. J'ai fait des audits d'entreprises qui ont mis en place l'entreprise apprenante. C'est inimaginable les coûts qu'on peut faire. Alors, les coûts économiques déjà, parce que par exemple, c'est déjà s'il y a moins de déchets, c'est bon. Mais c'est aussi les coûts humains. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un tel engagement des personnes qu'il n'y a pas d'éjection, il n'y a pas de gens qui s'en vont, il n'y a pas de congé de maladie. Voilà. Donc tout ça, c'est des économies formidables. Voilà, je m'arrête là-dessus. Non, c'est passionnant. C'est passionnant. De toute façon, Denis, voilà, tu as toujours un regard évidemment sur l'accompagnement qui est toujours important et complémentaire. Alors, je pense que ça fait réagir probablement aussi le public qui nous écoute, à la fois en ligne, mais aussi les personnes qui sont avec nous. Absolument, nous avons reçu beaucoup de questions que j'ai reçues en back-office, mais peut-être privilégier une première question en direct de nos invités. Et c'est vrai que vous avez rebondi à plusieurs reprises sur des éléments communs. Donc, ce qui nous rassure, c'est que vous êtes d'accord sur pas mal de choses. Donc, ça, c'est bien. Et comme disait tout à l'heure Dr Jacques Léquin, on n'est pas à côté de la plaque, donc c'est totalement positif. Qui voudrait se lancer pour une première question? Oui, bonjour. Oui. Merci. C'est plutôt une prise de rendez-vous parce que je remercie les coordonnateurs de l'ouvrage et en même temps organisateurs du colloque parce que depuis le début, je sens le portrait robot d'un thème qui sera abordé demain, qui est l'éducation à un processus de communication éthique qui repose sur la responsabilité et la liberté des personnes concernées. Voilà, Donc on ça. Se réserve pour demain après-midi, du coup. Hein. Waouh, parfait. Merci beaucoup, Michel, de votre intervention importante. Et Frédéric, je te laisse te présenter peut-être un peu avant. Et puis, c'est un remerciement. Ensuite... En fait, Frédéric Soler, vice-président de l'ANSIM, l'Association nationale des cadres de santé, et puis aussi cadre supérieur de santé du pôle biologie au CHU de Nîmes. Mais c'est surtout pour remercier Madame Berthézen et Monsieur Bismuth d'avoir remis ce que moi je considère en tant que professionnel de santé, les cadres au centre. Enfin, si je pense que vous avez pensé aux cadres quand vous avez dit le manager de proximité, puisque je considère que nous sommes aussi la colonne vertébrale des établissements. Et merci dans ce lieu et dans cette journée d'avoir remis cette profession au cœur qui participe globalement et de mon point de vue à beaucoup de choses, et notamment pendant la crise sanitaire. Merci. Merci beaucoup pour le message de gratitude, du coup, qui était tout à fait le message fort. Alors, comment dirais-je, Christophe Pascal, enfin, je te laisse, enfin, tu n'es plus à présenter, mais enfin, bon, c'est bien. Voilà, je laisse te présenter. Et merci Jean-Luc. Bonjour, Christophe Pascal, enseignant-chercheur à Lyon, directeur de l'IFROS, qui forme précisément notamment des cadres de proximité. Je me faisais la réflexion, cet atelier est intéressant parce qu'il complète le premier qui était plus dans une dimension structurale. On met en place beaucoup de structures pour coordonner, etc. Et là, on est allé un peu plus sur les acteurs et les individus à l'intérieur de l'organisation. Simplement en 2 mots, moi j'ai une question peut-être en forme de remarque, mais on a parlé aussi d'organisation apprenante. Dans cet atelier, les Québécois travaillent beaucoup en ce moment sur les Learning Health Systems qui sont finalement un peu inspirés aussi de cette approche.
Ma question, elle est intéressante parce qu'il y a aussi le directeur de l'ANAP et donc elle croise ces aspects-là. C'est la question de l'accès au savoir et au savoir et à l'évolution des savoirs par les cadres de proximité. On est aujourd'hui dans une surcharge informationnelle terrifiante et en même temps fascinante. Beaucoup de production de savoir de tout niveau sur les pratiques, mais aussi sur les bonnes pratiques cliniques et organisationnelles. Comment arriver à rendre davantage accessible en situation et à les traduire en situation toutes ces compétences? Je sais que c'est un enjeu sans doute pour l'ANAP qui produit beaucoup de choses. Nous, ce qu'on constate souvent en cours et aux côtés des professionnels, c'est que ils ignorent par exemple en grande partie l'immense travail fourni par l'ANAP. C'est vrai. Et souvent, on le fait découvrir en cours. C'est-à-dire que il dit oui, c'est très intéressant. Je ne savais pas que. Et donc voilà la question ou la remarque selon le temps qui nous reste. Mais Stéphane Pardo est arrivé maintenant, donc peut-être qu'il va. Stéphane Pardo. Oui, merci de votre question. C'est effectivement un enjeu central pour nous, comme pour toute structure qui a vocation à être passeur auprès des acteurs de terrain. La réponse à ça, elle est complexe. Modestement, à l'ANAP, ce qu'on s'efforce de faire, c'est de s'orienter vers des productions beaucoup plus courtes, beaucoup plus virtuelles, vers des formats complètement différents. Je vous donne un exemple. On vient de faire là toute une série de webinaires sur la gestion du temps de travail pour lequel il y a eu 2000 personnes inscrites qui ont suivi ce travail-là et on s'est rendu compte du degré de maturité assez hétérogène. C'est de plus en plus donc de faire des formats plus courts, de faire des formats plus interactifs, de privilégier aussi des regards extérieurs, de façon à ouvrir les espaces pour chacun. Demain, nous organisons une webconf sur le jumeau numérique. Je pense que dans la salle, il y a peut-être une grande partie de gens qui ne savent pas ce que c'est, comme moi d'ailleurs. Donc, regarder ailleurs, des productions un peu plus ciblées, et puis reprendre de façon un peu plus précise des interventions terrain, puisque c'est quelque chose qui nous avait été un peu reproché ces dernières années de ne plus être assez présent sur le terrain. Donc c'est le retour de l'ANAP dans des actions directes. Nous soutenons des établissements sanitaires et médico-sociaux qui nous demandent d'intervenir pas forcément sur des situations graves, mais sur des situations dans lesquelles on pense qu'il y a capacité à dénouer un nœud. Et moi je voudrais insister sur un point parce que depuis au risque de ne pas être complètement raccord avec les intervenants précédents, c'est que depuis tout à l'heure, en fait, on est un peu dans la logique du tout va passer par le changement de management et le changement de pratique. De pratique managériale. Moi, je l'entends et je l'ai dit, ça fait partie des priorités de l'ANAP. Moi, je voudrais évoquer deux écueils. Le premier, c'est celui de la culpabilisation excessive, c'est-à-dire qu'en gros, tout le management hospitalier ou médico-social est à jeter parce qu'il est tout mandarinal ou directorial. Je pense qu'il faut faire attention à ça et finalement, il n'y aurait de vérité que dans l'organisation différenciée, complètement libre. Et bref, pour tous ceux qui ont réellement travaillé, une organisation hospitalière, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement lourde et parfois, comme dans des sujets d'une très grande complexité, une organisation parfois peu structurée et qui fait appel malheureusement à la prise de décision. Je sais bien que c'est quelque chose qui est un peu contesté aujourd'hui, la prise de décision. Malheureusement, je pense que c'est utile. Et puis le deuxième point très important, peut-être plus important encore sur lequel je voudrais insister, c'est que dans la transformation des organisations de santé, il y a des sujets techniques. Il n'y a pas que du sujet managérial. Il y a des sujets techniques. Il y a le sujet de l'organisation précise de chacun des process hospitaliers. Et certes, on a beaucoup processé l'hôpital et le secteur sanitaire, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire aujourd'hui que la principale caractéristique qu'un Français verra quand il va aller à l'hôpital, c'est que tout est parfaitement processé. Est-ce que la sortie du patient hospitalier aujourd'hui, elle est processée à l'hôpital? Est-ce que le processus d'admission à l'hôpital aujourd'hui, il est processé? Est-ce que la gestion du brancardage dans un hôpital hospitalier, elle est processée comme peut l'être la gestion d'un entrepôt logistique à l'hôpital? Pour moi, qui ai 25 ans de carrière hospitalière, je me permets d'émettre des réserves. Et donc, je veux bien, et je l'entends, et l'ANAP va dans quelques semaines lancer tout un travail autour des sujets d'innovation collaborative, de design de service, parce que nous pensons que ça fait partie des thèmes managériaux. Mais moi, je mets en garde sur l'idée que tout se réglerait par cela. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un processus de transformation technique et de modernisation organisationnelle qui n'est pas achevé à l'hôpital, qui est loin d'être achevé. Et les Français le disent. Certes, ils disent que l'hôpital a besoin de moyens, mais ils disent qu'ils adorent ce service collectif parce qu'ils voient bien l'intérêt et son caractère universel. Mais quand vous interrogez dans des repas de famille, ils ont quand même aussi beaucoup à dire sur le process.
sur le recueil de leur propre expérience patient. C'est-à-dire, on est plus sollicité quand on va acheter 2 yaourts dans son supermarché du coin pour avoir son ressenti que quand on a passé 15 jours à l'hôpital. C'est une question qui ne doit pas manquer de nous interroger. Donc attention à 2 écueils. D'abord, une forme de culpabilisation sur le thème aucun management hospitalier n'était efficace. Et puis un deuxième sur le thème tout se réglera par une espèce de transformation complète des pratiques managériales. Je pense qu'il faut aussi rester sur des sujets de fond, concrets, techniques, sur lesquels le monde sanitaire a encore beaucoup à faire. Merci. C'est les orientations de l'ANAP sur ces 2 pieds, donc du management et de la technique. Et à la 3e table ronde, on va parler justement des circuits et des process. Donc parfait. Voilà. Parfait. Et d'ailleurs, vous allez intervenir, Christophe Pascal. On a un médecin qui voudrait intervenir. Peut-être que Denis Smith veut compléter aussi pour la deuxième partie de la question. Oui, juste ce que je veux dire par rapport à votre proposition, votre question sur la formation. Le problème du rapport au savoir, c'est que les savoirs passifs, il y en a plein partout. Il n'y a qu'à regarder Wikipédia et on est tranquille. La question, c'est qu'un savoir n'extase excessif, qu'à partir du moment où il répond à une question que je me pose. Donc, c'est pas tellement la question, c'est comment mettre les connaissances au cerveau, à la disposition du personnel. C'est comment créer les conditions pour qu'il se pose les bonnes questions. Et les groupes d'analyse de pratique que j'anime depuis 25 ans dans le secteur social, dans les entreprises, elle a cette fonction, c'est-à-dire mettre la personne en situation de se poser des questions sur elle, sur son travail, sur la manière dont elle s'y prend, de manière à générer un besoin. Parce que la connaissance, elle va directement s'engrammer à partir du moment où elle vient répondre à une question. Donc, c'est pas tellement comment apprendre, c'est comment savoir se poser les questions, c'est-à-dire comment questionner sa propre théorie du monde, en quelque sorte. C'est ça qui est en question, et c'est ça qui fonde les pratiques d'analyse de pratique, fondamentalement nécessaires pour ces publics qui sont eux-mêmes leur propre outil de travail et qui sont dans un paradoxe. Parce que et puis après, on va donner la parole à un médecin qui voudrait s'exprimer. Voilà, un médecin. C'est une discussion que j'ai en interne à l'ANAP, ça. Non, mais c'est vachement intéressant. C'est une discussion que j'ai en interne à l'ANAP. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Monsieur Bismuth. Je suis absolument d'accord. Notamment en thérapeutique, notamment en psychanalyse. Se poser des questions est déjà thérapeutique. Mais je pense qu'à un moment donné, par exemple, dans le rôle de l'ANAP, c'est d'apporter des réponses. Et donc, il y a aujourd'hui, en France, des bonnes pratiques organisationnelles existantes qui ne sont pas assez dupliquées, qui ne sont pas assez répétées. Et donc, tout ne passera pas par la transformation des méthodologies de questionnement. Il y a aussi matière pour nous à expliquer que ce qui est fait dans tel domaine, logistique, technique, de soins, de prise en charge, d'organisation des parcours, dans un coin du pays, est plus efficace que ce qui se passe ailleurs. Et ça, la France a du mal à accepter de parler de bonnes pratiques organisationnelles. Et je ne voudrais pas qu'on tombe dans le travers du « il faut d'abord se connaître soi-même et tout viendra d'une réflexion interne des équipes ». Je pense pas. Je pense qu'il y a, comme il y a de bonnes pratiques médicales et de l'evidence-based medicine, il y a de l'evidence-based management et de l'evidence-based organisation. Justement. On a un médecin scientifique, spécialiste des process, enfin, je te laisse se présenter, mais ne dévoile pas quand même la table ronde, d'accord, hein, mais pas du tout. Peut-être répondre globalement en quelques mots. Et puis tu te laisses si bien. Je suis PH et j'ai des fonctions managériales et assez étendues. Et dans tout ce que vous avez dit, il me manque, ou ne pensez-vous pas qu'il manque une dimension qui est celle d'apprendre à être managé, qui est une dimension sur laquelle je travaille pas mal avec les équipes. Parce que il y a une confusion, en tout cas c'est le constat que moi je fais, énorme entre l'autorité fonctionnelle et l'autorité hiérarchique, alors que ces 2 modes de relation entre un N+1 et un N-1 sont fondamentales à bien être dissociées, parce que dès qu'il y a clarification, il y a une disparition énorme du stress au travail. En tout cas, dans mon expérience personnelle, opérationnelle. Voilà. Donc, je voulais vous interroger sur cette dimension de apprendre à être managé. Et est-ce que c'est pas un grand oublié de la loi de 83, par exemple? Enfin, c'est une question qui est centrale. Alors, il nous reste 1 minute, mais en tous les cas, simplement pour dire que ça résonne. Hein. En tous les cas, les différentes tables rondes qui vont être exposées vont parler de ces questions centrales. Alors, Karim, un petit mot. Et puis ensuite, un dernier petit mot de 30 secondes avant la pause déjeunatoire. Et Sandra Berthezen, du CNAM. Okay. Oui, alors, juste un petit mot, parce que je trouve que le débat est très intéressant, parce que il est le reflet, il est révélateur de ce qui se dit et de ce qui, on va dire, a poussé un peu le système de santé à être un peu en réflexion, à savoir une vision un peu effectivement
il faut organiser les choses, donc de façon un peu descendante, et une autre vision qui est beaucoup plus, on va dire maintenant, je vais dire presque de remontée de terrain, c'est-à-dire laissez-nous aussi agir, et laissez-nous nous prendre en main. Voilà. Et donc, moi, je pense, et je le dis franchement avec toute sincérité, avec toute l'expérience que j'ai, c'est que je pense qu'il faut faire confiance aux acteurs de terrain. Et l'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est-à-dire que les process peuvent être aussi organisés par le terrain, grâce à l'intelligence collective et grâce aux initiatives personnelles. Et je crois que, sincèrement, après je peux me tromper, mais on peut faire des sondages, mais je pense que tous les acteurs de santé sont un peu fatigués d'avoir des process qu'on leur calque et qui viennent d'en haut. Voilà. C'est juste un petit message que je voulais adresser. Merci beaucoup. Sandra Berthezet. Je pense, je suis convaincue qu'en fait, nous parlons tous exactement de la même chose. Tout à fait. En tant que chercheur, je vous inviterai peut-être à relire Gaston Bachelard, qui nous invite à nous reposer les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Et en fait, j'ai repensé à Bachelard quand Jean-Luc, tu as parlé de la disparition, ou toi, Karine, la disparition des ARS qui étaient sollicités. Est-ce qu'en faisant disparaître les ARS, nous résoudrons absolument tous les problèmes de l'hôpital et des territoires? Enfin, ça n'a aucun sens. En fait, il faut se reposer les bonnes questions parce qu'il n'y a pas de méthode miracle, ni en management, ni en organisation, ni en technologie, etc. Il faut reprendre les fondamentaux. Et finalement, c'est ce travail-là qui va prendre le plus de temps. Il faut remettre en question la problématique de manière générale avant de trouver les solutions toutes faites qui ne conviendront jamais à personne, ni tout le temps. De toute façon, il faudra perpétuellement se remettre en question. La vie nous l'apprend. De cette manière. Il faut être un praticien réflexif, n'est-ce pas? 35. Sans oublier l'accompagnement, justement, des équipes et du terrain dans le déploiement et l'appropriation de ces bonnes pratiques. 30 secondes au niveau 30 de... secondes. 30 secondes. Je suis entièrement d'accord avec Merci. ce que Lana a dit et avec ce que Madame a dit. Il faut que les gens sachent ce qu'on a fait avant et ils sont sûrs de comprendre ce qu'on a fait avant, ce que nous allons confronter aujourd'hui, avec qui et pourquoi, et qui est... Votre présentation a été excellente et donc exprime la nécessité de comprendre et finalement former les gens pour comparer avant, aujourd'hui et demain. Et dans cette catégorie, ce que Madame vient de dire, si on avait vraiment posé ces questions à chaque personne qui comprend, il serait capable de suivre vos recommandations et vos ressources correctement. Toujours avec une évaluation intégrée et constante. Formation intégrée et constante. Merci beaucoup. Très intéressante. Merci infiniment. Merci encore à l'ensemble des intervenants qui se sont exprimés. Voilà, je suis désolé parce que nous avons encore beaucoup de tables rondes qui nous attendent. Si vous avez le gentil de rester 30 secondes, vous dites oui, parce que nous avons un photographe qui se...